Paula Forteza, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Je voulais d'abord te féliciter Yael pour cette initiative parce que je pense vraiment qu'il faut qu'on reproduise ce genre d'exercice pour vraiment habiter notre mission de contrôle et d'évaluation. Donc vraiment bravo. Donc quelques mots sur l'application de cette loi. Pour commencer, je voudrais dire que vraiment on peut être fier de ce cadre juridique en France, en Europe, parce que le bilan international de ce texte est très positif. Il a été cité comme exemple lors de plusieurs scandales à l'international comme le Cambridge Analytica. Il a été pris comme modèle par certains pays pour mettre en place le propre cadre et notamment par la Californie. D'autres pays aussi suivent de l'Inde au Brésil pour vraiment s'en inspirer. Et donc, pour revenir en France, ce que je voudrais dire du point de... Pardon, j'ai du mal à me concentrer. Merci. Et donc, pour revenir en France, du point de vue complètement législatif, toutes les mesures qui étaient nécessaires en termes de décret d'application ont déjà été mises en place. Donc, on peut féliciter, saluer la réactivité du gouvernement, des administrations, de nous-mêmes sur ce texte qui était vraiment très complexe et très technique. Et il y a eu aussi un travail de la CNIL qu'il faut féliciter sur l'accompagnement des acteurs sur le terrain. Philippe, qui siège à la CNIL, nous en dira quelques mots par la suite. Et nous avons eu plusieurs acteurs qui ont contribué à que ce texte puisse être en application au niveau concret. On a eu par exemple tout un écosystème qui s'est développé qui s'appelle l'écosystème des RegTech, qui, un peu comme les FinTech lors de la vague de régulation du secteur bancaire après la crise financière de 2018, sont venus épauler cette nouvelle régulation du numérique qui apparaît. Donc c'est notamment des startups, des entrepreneurs, des petites entreprises qui développent ces fonctionnalités qui sont nées pour améliorer le parcours utilisateur. Donc sur ce texte, le diable est vraiment des détails, c'est-à-dire que c'est un parcours utilisateur clair, sans des cases précochées, sans, disons, des paramétrages qui soient cachés, avec un texte juridique très clair, très accessible pour les citoyens, qui va être la mesure en fait de l'efficacité du cadre juridique. Et donc ces entreprises, ces startups développent ces fonctionnalités de recueil de fonctionnement, de téléchargement des données pour répondre à la portabilité des données, de dashboard pour suivre la transparence de l'utilisation des données, et sont vraiment absolument nécessaires et très, très importants dans la mise en application de ce texte. Malgré donc la diligence des acteurs institutionnels, malgré le travail de la CNIL, malgré l'apport de cette nouvelle industrie ou de cette nouvelle filière des RegTech, les acteurs ont eu du mal à mettre en œuvre ce texte de loi au niveau du terrain, surtout les petites et moyennes entreprises. Ça a impliqué beaucoup d'investissements de leur part, de la réorganisation en interne pour revisiter les systèmes d'information, pour revisiter comment les bases de données sont gérées, avec parfois aussi l'intégration de nouvelles ressources humaines, avec des nouveaux profils à la croisée du droit et de l'informatique, notamment ces DPO, donc ces délégués de la protection des données qui sont dorénavant obligatoires de par le texte. J'ai eu l'occasion de faire une tournée de ces entreprises un an après l'entrée en vigueur du cadre juridique, des entreprises de différentes tailles qui traitent de différents domaines de transport, de cybersécurité. Et il reste quelques inquiétudes, notamment des questionnements sur la question des sous-traitants. Donc comment est-ce que le partage des responsabilités se fait entre l'entreprise et le sous-traitant. Il reste encore des zones grises là-dessus.
Et puis aussi des inquiétudes par rapport au changement de paradigme qui a été acté par ce texte, qui est de passer d'une habilitation a priori à un contrôle a posteriori, une responsabilisation des acteurs qui sont toujours dans le doute ou dans la demande de est-ce qu'on répond vraiment aux critères ou est-ce qu'on est en conformité et donc doit vivre avec cette inquiétude au quotidien. Mais on peut quand même être certain que les acteurs français ont vraiment pris au sérieux ce nouveau cadre et ont fait des efforts, ont déployé les efforts nécessaires pour vraiment aller dans le bon sens. Sinon, une dernière réflexion peut-être sur l'esprit de ce texte, parce que j'étais très, très contente de travailler sur ce texte, parce que je crois vraiment que c'est une loi moderne, parce qu'elle pose un cadre, elle pose des valeurs, des nouveaux droits, elle pose des définitions, une gouvernance, mais elle reste technologiquement neutre, ce qui permet que ce cadre puisse être durable à l'heure où les avancées technologiques sont de plus en plus rapides, mais ce qui, par ailleurs, aussi implique que l'interprétation du texte va être faite à la lumière du cas par cas, des sujets qui arriveront sur la table au fur et à mesure et que nous devons réinterpréter et faire vivre. Donc, tous les acteurs devront faire vivre ce texte. Donc, par exemple, les citoyens, en s'emparant de la possibilité de faire appel à l'action de groupe. Donc, on a eu déjà en France plusieurs actions de groupe de la part d'associations comme la Quadrature du Net, UFC Que Choisir, ISOC France. Nous voyons aussi que les décisions de la CGUE ont prédominant pour interpréter ce texte. Donc, par exemple, des décisions qu'on a eues ces dernières semaines sur le consentement lié aux cookies ou sur le déréférencement à l'international dans le cadre du droit à l'oubli. Donc on voit très bien que les différents acteurs s'emparent du texte et le font vivre. Et je crois que nous aussi, en tant que parlementaires, nous devrons encore travailler là-dessus, que le travail ne fait que commencer, parce que nous sommes nés à légiférer sur plusieurs sujets qui touchent aux données personnelles, par exemple les données de santé, les données de transport, encore il y a quelques jours la bioéthique. Et nous devons nous inscrire, chaque fois que nous touchons aux données personnelles, dans ce cadre qui a déjà été établi. Nous devons réutiliser les concepts qui sont maintenant porteurs de droits. Et nous avons parfois tendance à vouloir réinventer la poudre, alors que nous avons là une boîte à outils vraiment prête à usage et à utiliser. Et puis, nous avons, dans les prochains mois, plusieurs sujets qui arrivent sur la table, qui vont aussi réinterroger ce cadre juridique et qui vont nous faire revenir à ces grands concepts que nous avons discutés en début de mandat. Je pense notamment à la disposition que le gouvernement veut porter de donner la possibilité aux administrations fiscales de recueillir les données sur les réseaux sociaux pour lutter contre la fraude fiscale. Donc, si nous avançons dans ce sens, nous allons devoir vraiment être sur un cadre de consentement clair, de notification. Il faudra qu'on s'interroge si la durée de conservation des données est la bonne, si la durée de l'expérimentation qui est posée est la bonne. Il faudra qu'on encadre bien le stockage des données pour s'assurer qu'elles sont bien sécurisées. Un autre sujet qui arrivera assez rapidement est celui de la reconnaissance faciale aussi, où nous avons eu déjà des expérimentations au niveau local en Nice et qui devraient être déployées peut-être dans le cadre des Jeux Olympiques. Et donc, c'est une technologie dont la maturité n'est pas encore éprouvée et qui manipule des données extrêmement sensibles, donc des données biométriques. Donc, il faudra qu'on suive tout cela de près. Et un dernier sujet sur lequel, je crois, nous allons nous emparer à la Commission des lois, qui est celui de l'identité numérique, qui est donc une infrastructure numérique indispensable, mais que nous devons suivre pour que l'application soit faite dans le respect et dans la protection des utilisateurs. Donc voilà, je ne veux pas être longue et je cède la parole à mon collègue. Merci, Madame Forteza.